Mais avant d'aborder cette question précise, je vais peut-être vous présenter rapidement ces vitraux et les circonstances dans lesquelles nous avons pu les étudier. Alors, ceux d'entre vous qui ont vécu au XXe siècle se souviennent sans doute de la tempête de décembre 1999. Elle avait fait de gros dégâts à la Sainte-Chapelle de Vincennes, et notamment dans les vitreries modernes de la nef, mais avait épargné les vitraux anciens qui avaient bien résisté au vent. Ils ont néanmoins été inclus dans le programme de restauration qui a suivi. Ça a pris un peu de temps, mais après la rose puis la vitrerie de la nef, les 7 verrières du XVIe siècle ont été restaurées en 2016 et 2017 dans l'atelier de Pierre-Alain Parot à Aizeray, où il a été possible d'examiner de près tous les panneaux. Nous avons alors monté au sein du Corpus Vitrearum une petite équipe pour préparer la publication d'un volume de la série Monographie sur ces vitraux de Vincennes, volume qui est paru en juin dernier. Cette équipe était constituée donc de 3 historiens d'art, Elisabeth Pilet, Michel Hérold et moi-même, et de 2 ingénieurs du laboratoire de recherche des monuments historiques, Claudine Loisel et Barbara Trichereau. Nous avons travaillé ensemble pour préparer ce volume, et beaucoup des résultats et des propositions que je vais vous présenter aujourd'hui sont le produit de ce travail collectif. Et même si nous signons chacun des chapitres spécifiques dans le volume en fonction de nos spécialités respectives, ces chapitres ont été nourris des nombreuses séances de travail que nous avons eues ensemble et qui ont été extrêmement enrichissantes, enfin en tout cas pour moi. Alors pour commencer, je vais rappeler rapidement quelques éléments de chronologie. Donc la construction de la Sainte-Chapelle du château de Vincennes a été initiée par Charles V autour de 1379. Elle s'est poursuivie avec des interruptions sous les règnes suivantes. Et au début du XVIe siècle, elle n'était encore ni voûtée ni couverte. Les travaux ont repris sous François Ier. En 1518, le trésorier du chapitre a écrit un poème dans lequel il décrit la chapelle en mauvais état et ouverte à tous les vents, mais où il dit que François Ier avait fait le vœu de la parachever si un héritier lui était donné. Et donc après la naissance du dauphin François, les travaux ont repris et à la fin du règne de François Ier, l'essentiel de la maçonnerie était achevé, comme l'attestent les F couronnés et les salamandres qui se trouvent dans les parties supérieures des murs. Quelques mois après son accession au trône, en 1547, Henri II demanda à son architecte, Philibert Delorme, de mener rapidement la construction à son terme. Alors il songeait sans doute déjà à y transférer le siège de l'ordre de Saint-Michel, ce qui sera effectivement effectif quelques années plus tard, en 1557. En Vincennes, à proximité de Paris, présentait un avantage pratique, mais revêtait surtout une signification symbolique. Cela permettait aux Valois de se rattacher à la monarchie capétienne, et en tout cas à 2 figures importantes de cette monarchie, Saint-Louis et Charles V, dont les noms étaient associés au château de Vincennes. Alors, sous la conduite de Philibert Delorme, les travaux se sont poursuivis très rapidement. En 1548 furent lancées les voûtes du chœur, en 1549 celle de la nef. En 1550, on a pu commander les stalles au menuisier Sibech de Carpy, et le nombre de ces stalles, bien supérieur à ce qui était nécessaire pour un collège de 15 chanoines, montre bien que dès ce moment, le roi avait l'intention d'accueillir des cérémonies à Vincennes. À la Saint-Michel 1551, des offices furent célébrés pour les chevaliers de l'ordre dans une chapelle qui était encore inachevée. Les baies étaient fermées par des toiles blanches, mais dès le mois d'avril 1551, un marché avait été passé pour l'exécution des vitraux des 5 baies de l'abside, avec le peintre verrier habituel de Philibert Delorme, qui était Nicolas Beaurain. Dans les actes notariés parisiens, la signature des parties n'est devenue obligatoire qu'à partir de 1579, donc bien après la mort de l'artiste. Mais on connaît néanmoins un document qui porte la signature de Nicolas Beaurain. C'est un acte
passé sous seing privé avec un marchand verrier, un gentilhomme verrier de la forêt de Lyons, acte sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais où on voit que la graphie adoptée par Beaurain pour signer était Nicolas de Beaurain. Alors ce toponyme, Beaurain, avec un S ou non à la fin, ou un T, existe dans plusieurs régions de France et des anciens Pays-Bas, et aucun indice ne permet de rattacher l'artiste à une région plutôt qu'à une autre. Il est possible qu'il ait achevé sa formation sur le chantier de Fontainebleau, dans l'atelier d'un des peintres verriers employés par le roi dans les années 1530, qui à cette époque pouvait être soit Jean de la Hamet, soit Jean Chapelain, car un document de 1538 dans les comptes des bâtiments accorde une gratification à 4 hommes, dont le statut n'est pas précisé, pour les récompenser d'avoir apporté des fruits de Fontainebleau à Chantilly, où se trouvait alors François Ier, et parmi eux figure Nicolas de Beaurain, donc qui pourrait être le futur peintre verrier de Vincennes, à une époque où son statut d'apprenti ou de compagnon pouvait le destiner à rendre des menus services de cette sorte. En tout cas, à partir de décembre 1541, il est déjà maître à Paris, et à cette date, il reçoit la commande d'une verrière pour le chœur de Saint-Étienne-du-Mont, où il semble prendre la suite de Jean Chapelain, qui avait exécuté 4 verrières dans les années précédentes et qui est mort à ce moment-là. Cette verrière de la ville de Saint-Étienne est en partie conservée. Elle a subi d'assez lourdes restaurations, mais la comparaison des parties anciennes avec les verrières de la Sainte-Chapelle permet de constater non seulement les progrès techniques réalisés par Nicolas Beaurain en une dizaine d'années, mais aussi le rôle essentiel joué par les peintres qui ont fourni les modèles et les cartons des verrières de la Sainte-Chapelle. On relève néanmoins déjà un certain nombre de procédés mis en œuvre par la suite à la Sainte-Chapelle par Nicolas Beaurain, comme par exemple l'association fréquente entre le jaune d'argent et un émail rouge sur les lèvres ou les pommettes de ces personnages. Nicolas Beaurain commença à travailler pour Henri II alors qu'il n'était que dauphin. On en trouve la trace au château d'Annette, où cet écusson aux armes du dauphin a certainement été exécuté par lui, et on y voit l'emploi de l'émail blanc qui a été signalé par Philibert Delorme dans son premier tome de l'architecture comme le premier usage de cet émail en France. Il y a également à Annette quelques fragments de scènes figurées qui reviennent aussi à Nicolas Beaurain. Donc en avril 1551, il était assez naturel que l'exécution des vitraux de la Sainte-Chapelle fut confiée à Nicolas Beaurain. Le premier marché ne concernait, je vous l'ai dit, que les 5 verrières de l'abside. Le peintre s'engageait à y travailler rapidement, mais aucun délai n'était fixé pour leur mise en place. Une mention en marge, ajoutée de la main même de Philibert Delorme, indiquait qu'il devait également exécuter les portraits en prière du roi, de la reine et du dauphin. Et comme c'était souvent le cas à cette époque, le marché l'acte notarié venait conclure un procédé de commande qui était déjà engagé depuis plusieurs mois, et au moment de la signature, des peintres avaient déjà été employés pour fournir des modèles qui sont remis au peintre verrier en avril 1551. Le peintre verrier lui-même s'engageant à faire établir les cartons à grandeur d'exécution à partir de ces modèles, cartons qui nécessitent une collaboration entre le peintre et le peintre verrier, puisqu'ils doivent comporter des éléments techniques, découpage des panneaux, tracer des vergettes, qui doivent autant que possible ne pas gêner la lisibilité de la scène, et donc leur mise au point est souvent faite en commun.
Le vitrage de l'abside était sans doute achevé ou en voie de l'être en mars 1555, date à laquelle un second marché prescrivit à Nicolas Borin de vitrer en vitrerie blanche toutes les autres fenêtres de l'édifice en attendant que des vitraux peints y soient placés. La même année 1555, Philibert Delorme commanda des grillages de protection pour placer devant les vitraux de l'abside, ce qui indique qu'ils étaient déjà achevés. Donc les 5 baies de l'abside peuvent être datées entre 1551 et 1555. Les verrières de la deuxième campagne de travaux furent quant à elles réalisées entre 1555 et 1563, date d'un dernier versement que le peintre verrier a reçu et qui figure sur un fragment de compte conservé à la bibliothèque d'Avignon. Donc le document a été rédigé en juillet 1563. Il comportait à l'origine 5 feuillets, mais on n'en conserve plus qu'un. Et il récapitulait tous les paiements reçus par Nicolas Borin pour les vitraux de la Sainte-Chapelle de Vincennes. Il s'agissait donc d'apurer les comptes, ce qui laisse entendre que le chantier était arrivé à son terme, ou du moins que l'on envisageait une interruption suffisamment longue. Il n'était en tout cas pas la conséquence de la disparition de Nicolas Borin, puisqu'on le retrouve sur d'autres chantiers royaux jusqu'en 1566, et il est mort certainement fin 1566 ou début 1567. La même année 1563, où ce compte a été établi, le serrurier Guillaume Erard reçut aussi une grosse somme pour tous les fers qu'il avait fournis pour les vitraux de Vincennes, et par la suite on n'a plus de paiement de serrurerie, ce qui indique là encore que la deuxième campagne de vitrage était sans doute achevée en 1563. Alors, de cette deuxième campagne ne subsistent plus que 2 verrières, les 2 verrières de la travée droite du chœur, au nord et au sud, donc les baies 5 et 6. Donc avec les 5 verrières de l'abside, ça fait 7 vitraux anciens qui sont conservés à Vincennes et qui ont été exécutés par Nicolas Borin. Alors le préalable indispensable à l'étude de ces vitraux, ce qui en constitue le socle, c'était d'établir la critique d'authenticité des verrières. Donc nous avons pu le faire dans de bonnes conditions, dans l'atelier qui était chargé de leur restauration. Et ces critiques ont été publiées dans les volumes du corpus. Nous avons pu nous appuyer aussi sur des photographies anciennes prises en 1872, après l'explosion de 1870 de la poudrière de Vincennes qui avait endommagé les vitraux, et avant la grande restauration exécutée par Eugène Oudinot dans les années 1870, et restauration qui leur a donné leur aspect actuel pour l'essentiel. Vous voyez Oudinot qui a signé d'ailleurs sur la page du livre que tient Saint-Jean en haut à gauche, Oudinot Fékit. Alors voici ces critiques d'authenticité telles que nous avons pu les établir. Alors, vous voyez, toutes les parties en orange correspondent aux restaurations d'Oudinot. Donc la majorité des pièces datent de cette restauration, les parties anciennes étant laissées en grisé, les autres couleurs désignant des restaurations plus récentes. Donc voici les 5 baies de l'abside. Vous voyez que la baie d'axe est plutôt bien conservée, alors que d'autres le sont beaucoup moins. Pour les 2 verrières de la travée droite du chœur, on a encore moins de pièces anciennes. La restauration d'Oudinot a été encore plus sévère. Pourtant, quand on regarde les photos anciennes, avant la restauration, on voit que ces fenêtres n'étaient pas si abîmées que ça. Vous voyez que pour cette scène de la remise des robes blanches, de la B5, la photo
de 1872 montre qu'en dehors du soubassement qui était constitué de panneaux en bouche-trou, l'essentiel de la scène était conservé, ce qui a d'ailleurs permis à Oudinot de calquer les pièces anciennes et d'arriver à donner une image assez exacte de ce qu'était le vitrail à l'origine, au moins du point de vue de l'iconographie. Il n'a conservé dans cette baie que quelques pièces, sans doute parce qu'elles étaient particulièrement marquantes, particulièrement belles, en particulier les trois visages des anges et une partie des ailes, parce qu'on y trouve des verres de qualité exceptionnelle, verre soit teint dans la masse, soit repris comme ici dans la partie inférieure de l'aile avec des émaux. La restauration de Pierre Alain Parot a permis aussi de donner une plus grande lisibilité à ces vitraux en supprimant beaucoup de plomb de casse et en nettoyant les verres. Vous en avez un exemple ici avec l'un des anges de la B5, ou donc avec cette sauterelle de la baie d'Axe, avant restauration, et vous voyez qu'après la restauration, non seulement beaucoup de plomb de casse ont pu être remplacés par des collages, mais les émaux apparaissent de façon beaucoup plus nette. On voit que Nicolas Borin emploie beaucoup cette technique avec des émaux violets, bleus, rouges. Et alors ici, c'est un émail bleu et du jaune d'argent qui fait le vert, mais sur d'autres pièces, on a un émail vert qui est aussi employé. Alors, après la critique d'authenticité, la deuxième question que nous avons cherché à résoudre était la disposition d'origine des vitraux et le programme iconographique. Donc, les 7 fenêtres anciennes conservées représentent des visions de l'Apocalypse, thème peu habituel pour une Sainte-Chapelle, mais qui avait déjà été retenu pour la rose ouest de celle du Palais à Paris. Donc, ce programme a dû être défini rapidement après la décision de terminer la chapelle au début du règne de Henri II. Il paraît vraisemblable que des vitraux figurés avaient été prévus dans toutes les fenêtres de l'édifice, si on en croit le texte du marché de 1555, qui parle de placer des vitraux dans toutes les baies restantes. Or, si on examine les sujets des baies qui nous sont parvenus, on voit que les passages de l'Apocalypse qui ont été retenus vont du livre 6 au livre 14, donc le livre 6 avec la distribution des robes blanches, au chapitre 14, illustré par les anges moissonnants et vendangeants. Donc ces deux verrières qui se trouvent dans la travée droite du chœur sont sans doute à leur emplacement d'origine, car elles n'auraient pu trouver place ni dans l'abside ni dans les fenêtres de la nef qui sont plus hautes. En revanche, les 5 baies de l'abside les 5 verrières de l'abside ont pu être changées de place lors de leur repose après leur passage pendant la Révolution et l'Empire au musée des Monuments français. Ce qui a été vraisemblablement le cas, car si on identifie les scènes qui sont représentées, on voit qu'elles sont dans un ordre totalement incohérent, puisque en allant dans le sens des aiguilles d'une montre, donc on passe du chapitre 6 au chapitre 10 et au chapitre 11, on revient au chapitre 8, on passe au chapitre 9 et on revient de nouveau au chapitre 8 et 7 avant de passer au 14. Donc pour les baies de l'abside, ça a été relativement facile d'imaginer la disposition d'origine en replaçant ces fenêtres dans l'ordre du texte biblique. Donc en allant du chapitre 6 au chapitre 14 et en ayant les chapitres intermédiaires.
Il était plus difficile de restituer les soubassements des verrières qui eux aussi ont été modifiés après leur repose sous la Restauration. Actuellement, vous voyez que Henri II en prière se trouve dans la baie d'Axe, qu'il est entouré de trophées d'armes et de renommées portant un écu aux armes de France. À gauche, vous avez Saint-Henri et Sainte-Catherine, et à droite, une Vierge à l'Enfant et Saint-François. Alors là, le Saint-Henri et la Sainte-Catherine n'existaient pas à l'origine, on ne les voit sur aucune des photos anciennes, ni dans aucune description ancienne, et ils ont été inventés par Oudinot. En revanche, la Vierge à l'Enfant, si elle est entièrement moderne aujourd'hui, existait avant l'intervention d'Oudinot, puisque non seulement on la voit sur les photos anciennes, mais une partie du panneau est conservée au musée du Louvre. C'est Oudinot qui l'a retiré lors de la restauration, l'a donné par la suite au musée. Le Saint-François est presque entièrement moderne, mais a quelques pièces anciennes, comme vous pouvez le voir, et il figurait lui aussi sur les photographies anciennes. Le visage d'Henri II est la seule partie du roi du XVIe siècle. Oudinot l'a conservé sans doute en raison de son exceptionnelle qualité. Il lui a simplement refait la partie basse du menton et de la barbe. Quant au trophée d'armes et aux renommées portant l'écu aux armes de France, vous voyez que chacun de ces panneaux comporte des pièces anciennes, et donc ils étaient eux aussi présents dès l'origine. Une des renommées qui manque aujourd'hui à Vincennes se trouve au musée de Princeton. Et puis, il y a quelques panneaux de Vincennes qui sont aujourd'hui dans les musées. Je vous ai montré la Vierge à l'Enfant, mais il y a aussi au musée des Courants ce François Ier en habit de l'ordre de Saint-Michel, qui provient lui aussi de Vincennes. Il est décrit sous l'Ancien Régime par un certain nombre d'auteurs qui ont décrit les vitraux de la chapelle. Les dimensions des panneaux en hauteur indiquent qu'il vient bien de l'abside et non de la nef. Vous voyez la qualité de la peinture, similaire à celle de Henri II. Et donc on peut envisager pour le soubassement la disposition suivante. Henri II et François Ier agenouillés, de part et d'autre de la Vierge à l'Enfant et de Saint-François qui sont tournés vers eux et qui étaient dans la baie d'Axe. Et dans les baies 3 et 4, des renommées portant les armes de France et des trophées d'armes. L'un des étendards représentés porte des croissants et le chiffre de Henri II, donc il est vraisemblable qu'il était derrière le roi. Donc voici ce qui était probablement la disposition d'origine des verrières de l'abside. Donc là, la baie d'Axe n'était pas la même qu'aujourd'hui, elle représentait l'obscurcissement des astres et les eaux rendues amères en bas. Les deux baies extérieures 3 et 4 sont inversées. Vous voyez que la remise du livre à Saint-Jean, qui aujourd'hui est dans la baie 3, était à l'origine dans la baie 4. Et en dessous, donc, on a la disposition avec les soubassements d'origine. Alors, il est vraisemblable que ce programme ne se limitait pas à ce qui est conservé aujourd'hui.
il serait très étonnant qu'on n'ait rien retenu des 6 premiers livres de l'Apocalypse, des 5 premiers livres de l'Apocalypse, ni des 8 derniers. Aucun cycle connu de l'Apocalypse n'est aussi resserré, il est difficile de ne pas finir sur le message d'espoir qui est représenté par la vision de la Jérusalem céleste. Donc, vraisemblablement, le programme qui partait de la première baie du côté nord et se terminait dans la première travée du côté sud avec d'autres scènes de l'Apocalypse à l'origine. Alors, ces verrières ont-elles existé ou le programme s'est-il arrêté avant? En tout cas, il y en a au moins une qui a dû être exécutée, une de plus. On le voit sur ce relevé de 1843 de l'architecte Maximilien Lion, des baies sud de la Sainte-Chapelle. Vous voyez que le soubassement de la baie 6 représente des anges qui répandent un liquide qui a été remplacé par Oudinot par un soubassement architecturé. Donc ce sont certainement des panneaux en bouche-trou. On les voit aussi sur les photos anciennes, ici, et on distingue mieux donc cet ange qui tient une fiole à la main. Et ces fioles, c'est la façon dont on représentait depuis le Moyen-Âge les coupes de la colère divine qui sont mentionnées dans le chapitre 16 de l'Apocalypse. Le terme latin de fiala, coupe ouverte, ayant évolué au Moyen-Âge en fiola, petite bouteille. C'est ce qu'on trouve donc les 7 coupes de la fureur de Dieu du chapitre 16, vous les voyez dans la tapisserie de l'Apocalypse d'Angers, avec ses fioles, et également dans la rose ouest de la Sainte-Chapelle du Palais de Paris. Dans la baie 5, les photographies anciennes montrent aussi des panneaux en bouche-trou, qui semble provenir d'une scène de l'Apocalypse et qui pourrait correspondre aussi au chapitre 16, où on trouve, par exemple, sur ce fragment de la tapisserie d'Angers, donc la coupe, le 4e ange qui renverse sa coupe sur le soleil et qui brûle les hommes, qui pourrait correspondre à ces fragments conservés. Donc, dans la baie 8, on peut imaginer qu'on avait représenté le chapitre 16 de l'Apocalypse, mais s'il y en a eu d'autres, on n'en a aucune trace. Alors, en revanche, les descriptions anciennes indiquent qu'il y avait dans les fenêtres de la nef, au XVIIe et XVIIIe siècle, des représentations de chevaliers de l'ordre de Saint-Michel. On en a des relevés gravés ou dessinés. Ici, dans les Antiquités nationales de Milan, de 1791, on voit Henri II et François Ier, qui étaient dans l'abside, avec la Vierge à l'Enfant et le Saint François, mais aussi le connétable de Montmorency, avec ses armes, le connétable de Montmorency, ici, avec ses armes, et le duc François de Guise, avec ses armes également. Robert de Cotte en avait fait des relevés pour Clérambault en 1718, où vous voyez aussi le connétable de Montmorency, le duc de Guise. Et Robert de Cotte avait dessiné aussi le cardinal de Lorraine, qui n'est pas dans Milan, mais qui a dû aussi figurer à un moment dans les verrières de la nef de Vincennes. Alors, ces panneaux ont disparu à une époque
qui n'est pas facile de préciser. Ils ont sans doute servi en partie de bouche-trou. Élisabeth a reconnu, vous voyez, dans le Fils de l'homme de l'abbé VI, sur la photo ancienne, le visage du connétable de Montmorency tel qu'il peut apparaître sur la gravure de 2001. Il a été remplacé par la suite lors de la restauration d'Oudinot. Et puis le musée des Coins conserve 2 panneaux d'armoiries, l'un aux armes de Montmorency, l'autre aux armes d'Anjou. Donc celui aux armes de Montmorency est facile à identifier puisqu'il figure dans Milan. Donc ce sont bien 2 panneaux qui proviennent de la nef de Vincennes. Celui aux armes du duc d'Anjou est plus difficile à dater parce que le panneau a été très remanié, mais en tout cas la bordure est bien ancienne, donc il ne peut correspondre qu'aux armes du duc d'Anjou, futur Henri III, entre 1566 et son accession au trône de Pologne en 1573, puis au trône de France l'année suivante. Et donc c'est un panneau qui a été exécuté après la seconde campagne de vitrage et par un autre peintre verrier que Nicolas Borin, puisque vous voyez ici que la qualité de la peinture est bien inférieure à celle des renommées de l'abside, par exemple, même si on a visiblement essayé de les copier. Voilà. Donc, après avoir précisé la chronologie des travaux et la disposition d'origine des verrières, on peut enfin s'intéresser au rôle respectif du peintre verrier et des cartonniers et aux conditions de leur collaboration. Donc à Nicolas Borin revenait la tâche de se procurer les verres nécessaires et tous les matériaux pour peindre sur le verre. Alors, les cartons étaient-ils en couleur? C'est une question à laquelle il est toujours difficile de répondre. Toujours est-il que le peintre verrier a cherché à se procurer des verres de couleur avant même la signature du premier marché d'avril 1551, donc à une époque où les modèles de petite dimension étaient sans doute achevés, mais les cartons n'étaient pas encore faits. Donc c'est le marché dont je vous parlais tout à l'heure, passé avec ce gentilhomme verrier de la forêt de Lyon, Antoine de Bouju, et qui est un document tout à fait exceptionnel de commande de verre par un peintre verrier spécifiquement pour un chantier particulier. Et on voit que donc Nicolas Borin et Antoine Bouju en décembre 1550 se mettent d'accord pour 50 sommes de gros verres. Donc une somme c'est 24 plateaux de verre d'environ 1 mètre de diamètre. Donc ça fait une quantité importante, avec des couleurs donc jaune, vert, rouge, violet, pourpre et autres couleurs changeantes ou dévoyées, donc probablement des verres plaqués avec lesquels on peut obtenir donc des nuances de couleurs en fonction de l'épaisseur de chacune des couches, ce qui permet en particulier de représenter des étoffes changeantes. Et les clauses exceptionnelles de ce contrat sont que le peintre verrier doit se rendre dans la verrerie pour voir faire les verres. Et donc, il est prévu qu'il vienne y assister quand il lui plaira. Et il dit qu'il va apporter lui-même des colorants, donc du safre et du thiergot, donc du cobalt et du manganèse, donc qui permettent de faire des verres bleus et pourpres. Et le maître verrier est un peu sceptique, visiblement, et il demande que Borin s'engage à acheter quand même les verres, même si ils ne sont pas aussi réussis qu'il le souhaiterait. Donc, ce qui est bien l'indication que Nicolas Borin va faire des expériences pour obtenir des coloris
particulier avec des pigments qui ne sont pas ceux qu'utilise habituellement le gentilhomme verrier. Et il est bien dit dans l'acte que c'est la première fois que Beaurain va dans une verrerie, hein. Il n'a jamais été en verrerie, et comme il apporte donc des pigments pour faire des expériences, le gentilhomme verrier lui promet néanmoins une ristourne sur le prix, puisque par la suite il pourra lui-même bénéficier de cette expérience et de ces nouvelles couleurs. Alors, on en a le résultat dans les verrières de Vincennes, qui ont des verres vraiment de qualité exceptionnelle, qu'on ne voit que très rarement, en particulier des nuances de bleu, comme vous voyez ici, de pourpre, de violet. Donc ce sont bien les couleurs changeantes et dévoyées qui sont indiquées dans le marché. Et quelquefois, d'ailleurs, Nicolas Beaurain renforce ces nuances en ajoutant de l'émail, comme ici, sur des verres bleus qui sont déjà eux-mêmes de couleurs changeantes. On a d'autres exemples sur les ailes des anges ici, avec des bleus et des violets. Dans les flammes, pour les rouges, ou pour toutes ces nuances de violet qui vont du très clair au plus foncé. Je vous ai indiqué en dessous la critique d'authenticité des verres. Donc vous voyez, les verres anciens sont ici. Et on voit qu'il obtient avec beaucoup de subtilité les nuances nécessaires au plumage de l'aigle. Il manie également les émaux avec beaucoup de dextérité, utilisant souvent cet émail orangé sur le verre, comme ici aussi avec le brassard de ce personnage. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc des émaux de différentes couleurs, mais aussi des superpositions d'émail et de grisaille. Alors, superpositions qui sont elles aussi sans doute expérimentales et qui n'ont pas toujours très bien tenu. On voit qu'il y a de nombreuses pièces qui se sont écaillées, mais qui lui permettent donc de donner beaucoup de nuances à ces fumées qui se dégagent du puits enflammé, d'où sortent les sauterelles. Et puis bien sûr l'émail blanc, qui était déjà employé à Net et que l'on retrouve à Vincennes en grande quantité pour la robe de cette ange ici. Donc émail blanc qui est souvent un petit peu verdâtre, comme vous voyez ici, ou sur ces autres pièces. Donc le peintre verrier s'est procuré des matériaux pour pouvoir rendre le plus précisément possible les cartons qu'on allait lui fournir. Et les peintres, eux, ont conçu dans un premier temps des modèles de petite dimension. Alors, quelles sources sont-ils utilisées? Alors, comme le notait déjà Louis Réau, dans l'iconographie de l'Apocalypse, il y a un avant et un après Dürer. Avant Dürer, la plupart des représentations dérivaient d'une série de manuscrits anglo-normands. On sait que l'un d'entre eux avait été prêté par Charles V à son frère Louis d'Anjou pour la tenture de l'Apocalypse. On en retrouve encore l'écho dans la rose occidentale de la Sainte-Chapelle du Palais de Paris. Mais juste après l'exécution de cette rose, en 1498, donc paraissait à Nuremberg, les 15 planches de l'Apocalypse de Dürer, qui s'inscrivaient plus dans la tradition des Bibles illustrées germaniques et qui allaient imposer de nouveaux schémas iconographiques à toute l'Europe. Alors, le concepteur des vitraux de la Sainte-Chapelle de Vincennes les avait manifestement sous les yeux, même s'il ne s'en est inspiré que très ponctuellement, plus pour avoir des schémas iconographiques. On le voit ici avec la distribution des robes blanches,
donc avec cet ange devant un autel, les robes sont posées sur l'autel. On retrouve cette même idée à Vincennes. On a quelques emprunts plus précis. Dans la scène des anges marquant au front les serviteurs de Dieu, l'ange qui repousse les vents pendant qu'un de ses confrères marque les serviteurs, avec son bouclier et son épée, est directement inspiré de Dürer. Également, dans le vitrail de la mer changé en sang, on voit le motif de cette montagne enflammée jetée dans la mer par deux mains qui sortent des nuages et qui, là aussi, reprend une idée de Dürer. Mais les planches de Dürer ne sont pas les seules sources gravées qui ont été utilisées par les peintres. Les figures de l'Apocalypse de Jean Maugin ont également été employées. Et dans la même scène des élus marqués au front, si les anges qui repoussent les vents sont différents de ceux de Vincennes, en revanche, la partie droite de la scène est assez similaire. Et on a aussi, par exemple, les deux témoins qui montent au ciel et qui sont inspirés de l'Apocalypse de Maugin. Mais dans tous les cas, il ne s'agit pas de copier le modèle, mais de s'en inspirer pour servir de référence iconographique. Alors, pour identifier les peintres qui sont intervenus à Vincennes, on peut d'abord noter qu'ils avaient certainement été employés auparavant au décor de la galerie François Ier de Fontainebleau, dont on retrouve de nombreux échos à Vincennes. La filiation entre les fresques de la galerie et les verrières de l'Apocalypse est manifeste. On l'observe très bien, par exemple, dans la verrière de la mer changée en sang, où on trouve les mêmes visages hurlants, et également dans le cartouche qui se trouve sous la mort d'Adonis. Vous en avez un exemple ici. Deux noms sont donnés par André Félibien pour les cartonniers de Vincennes. En 1676, dans les principes de l'architecture, de la sculpture, de la peinture, il écrit les vitraux de la Sainte-Chapelle du Bois de Vincennes, dont Luca Peni, italien, a fait des cartons. Et puis dans les entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellents peintres, il dit que Claude Baldouin, qui a fait les dessins de quelques vitres de la Sainte-Chapelle de Vincennes. Donc on a ces deux noms indiqués par Félibien. Ce sont des indications qui sont d'autant plus précieuses que Félibien avait consulté des contes qui sont aujourd'hui disparus. Il en a fait copier des extraits qui sont conservés à la Bibliothèque nationale et qui ont été publiés par Léon de Laborde et Jules Guiffret. Mais ces extraits ne contiennent qu'une partie des informations dont il disposait. On en a la preuve parce que dans ses entretiens, il écrit que Charles Carmois a peint les voûtes de la Sainte-Chapelle de Vincennes, indication qui ne figure pas dans les extraits des comptes royaux conservés, mais qui s'est trouvé confirmé lorsque Maurice Roy a retrouvé le marché pour les décors des clés de voûte de l'édifice, qui était bien passé avec Charles Carmois. Donc ça donne du crédit aux autres informations de Félibien. Voici donc ces voûtes peintes par Charles Carmois. Alors on ne sait rien de Claude Baldouin avant son arrivée en France. On sait qu'il a travaillé à la galerie François Ier, qu'il était l'un des peintres qui transposait les dessins de Rousseau sur des cartons à échelle d'exécution, qu'il a aussi donné des cartons pour le tissage de la tenture reproduisant les fresques. C'était donc un artiste polyvalent, opérant
essentiellement sous la direction de Rosso du vivant de celui-ci, puis qui a travaillé avec Primatis, et qui était souvent associé à partir de 1538 avec Luca Peni et Charles Carmois sur le chantier de Fontainebleau. Peni, lui, est venu en France avant 1538. Il est lui aussi très marqué par l'art de Rosso. Il a travaillé, je vous l'ai dit, avec Luca Peni. C'est pas le seul lien qu'on peut trouver entre les deux artistes. Ils ont aussi tous les deux contribué à la diffusion de l'art bellifontain par la gravure. On connaît l'activité de Peni dans ce domaine. Il a travaillé avec beaucoup de graveurs, Jean Mignon, Léon Davant, les burinistes René Boivin et Pierre Milan. Mais on sait que Balduin était aussi en relation avec Pierre Milan et qu'il a certainement donné des modèles à ce graveur qui lui devait de l'argent en 1552. Il est mort sans doute avant 1554, date à laquelle une certaine Jeanne de Saint-Hilaire, veuve de Claude Balduin, est citée dans des documents. Mais l'œuvre de Balduin n'est pas connue en dehors de Vincennes. Alors ce n'est pas le cas pour Luca Peni. On a de nombreuses peintures, dessins et gravures qui lui sont attribuées. Et pour Peni, on peut vérifier les affirmations de Philibien et constater que dans les baies 1 et 2 de Vincennes, on reconnaît sa main. C'est le cas par exemple avec dans l'amertume des eaux, avec ce personnage qui lève la main gauche et le pied droit, et qui sont des motifs de Peni que l'on retrouve à la fois dans ses combats d'hommes nus qui sont au Louvre et dans des gravures comme la prise de Troyes par Jean Mignon d'après Peni. On voit même des physionomies très précises qu'on peut reconnaître à partir des dessins du Louvre. Ou à partir de gravures de Léon Davant, comme ces enfants chauves, ou les figures d'anges de la Sainte-Chapelle qu'on retrouve souvent dans les gravures d'après Peni. D'autres exemples avec la baie 2, donc la mer changée en sang. Et la gravure du déluge d'après Peni est aussi un bon exemple, puisque on y retrouve cet homme barbu qui se noie, avec la chevelure dressée en mèche raide que l'on a aussi à la Sainte-Chapelle de Vincennes dans la baie 2, où la femme allaitant son enfant, dont l'expression apeurée se retrouve également à Vincennes. Et puis toutes les figures féminines des baies 1 et 2 sont caractéristiques de l'artiste, avec ces femmes au profil droit, la bouche entrouverte, aux lèvres charnues, et puis avec des coiffures aussi similaires. On peut enfin observer que dans ces deux baies de Vincennes, Nicolas Borin a utilisé un système de hachures assez vigoureuse qui rappelle beaucoup celle qu'utilise dans ses dessins Luca Peni, en particulier ici pour les rehaut blancs du combat d'hommes nus. Donc les deux baies dont on peut attribuer les cartons à Luca Peni sont la baie 2 et la baie 1 actuellement, mais la baie 1, je vous l'ai dit tout à l'heure, était à l'origine dans la fenêtre d'axe.
voilà, donc c'était ces deux fenêtres qui étaient sur des cartons de Luca Peni, il n'y a aucun doute. Les soubassements paraissent aussi de sa main, pour ce qui est des cartons. On le voit avec la Vierge à l'enfant, qui est très proche d'un tableau de Luca Peni qui est aujourd'hui au musée des Couans. Le portrait d'Henri II, qui dérive d'un portrait de Clouet qui se trouve à Chantilly, mais qui a été gravé par Nicolas Béatrizet, probablement d'après Peni aussi. Et les renommées, qui sont des figures féminines qui rappellent celles des gravures de Léon d'Avant d'après Luca Peni. Les trois autres baies de Vincennes de l'abside présentent des caractéristiques un peu différentes. Elles sont plus difficiles à analyser parce qu'elles sont moins bien conservées. Vous voyez en particulier la B3, il y a très peu de pièces anciennes aujourd'hui. Mais on a quand même quelques figures masculines très caractéristiques. Et dans la B4, on en a un petit peu plus. Vous voyez, ici, on a un groupe de têtes qui est bien conservé. Alors, les dessins rappellent, les compositions rappellent ce qu'on connaît déjà de Luca Peni, ce qui laisse penser qu'il aurait donné les modèles de petites dimensions pour l'ensemble des verrières. En particulier, ces personnages qui ont la tête renversée en arrière, qu'on trouve très souvent dans ces dessins. Mais en revanche, pour l'exécution des cartons, on ne reconnaît pas du tout le même style graphique qu'on avait dans les baies 1 et 2. En revanche, entre les baies 3 et 4, il y a beaucoup de similitudes. Vous voyez ici pour ces personnages barbus. Et le peintre verrier a utilisé des moyens très différents pour rendre le modelé, utilisant davantage des lavis, des enlevés et beaucoup moins de hachures. Donc les cartons étaient certainement exécutés par un artiste différent et avaient une technique sans doute aussi assez éloignée des cartons de Peni. Voilà encore deux exemples de B3 et 4 qui montrent qu'on a affaire au même cartonnier. Et vous voyez, si l'on compare donc ces figures de la B3 avec des cartons qu'on a pu attribuer à Luca Peni, non seulement le style est différent, mais l'exécution par le peintre verrier fait appel à des moyens techniques aussi qui ne sont pas les mêmes, de façon à s'adapter aux cartons qui lui ont été fournis. Alors, qui est le cartonnier des baies 3 et 4 On est tenté de prononcer le nom de Claude Baldouin, puisque c'est celui que donne Philippien, mais il faut avant examiner la baie d'Axe, la baie 0, parce qu'elle est encore d'un autre style. On y voit des personnages aux cheveux laineux, aux cheveux aux barbes laineuses, au visage un peu simiesque, très différent encore de ce qu'on a vu jusqu'ici. Le peintre qui a fourni ces cartons a lui aussi fréquenté le chantier de Fontainebleau, c'est manifeste ici avec ce personnage vu de dos, qui est une citation de l'ignorant chassé de la galerie François Ier. Mais on voit que ces anges, par exemple, sont exécutés selon des modèles assez similaires, mais ont des expressions qui sont beaucoup plus débonnaires que les anges de Luca Peni,
qui exprime une colère beaucoup plus violente. Et il rappelle un peu certains vitraux d'Annette, en particulier ce satyre, qui a la même expression débonnaire. On peut faire des parallèles avec les vitraux d'Annette. Mais encore plus avec la tapisserie de Diane, qui présente les mêmes figures féminines, ou des personnages masculins très, très, très proches dans le dessin. Donc, cette tenture de Diane, l'auteur des cartons est probablement Charles Carmois. Donc, c'est un nom qui avait été avancé tout d'abord par Sylvie Béguin, en s'appuyant sur le fait que Charles Carmois était le peintre attitré de Diane de Poitiers au début du règne de Henri II, époque où on suppose que les cartons ont été exécutés de la tenture. Dominique Cordelier et Cécile Caliérez ont repris et développé cette hypothèse, avec prudence, soulignant que Carmois n'était pas le seul peintre à avoir travaillé pour Diane de Poitiers, mais les vitraux de Vincennes viennent renforcer cette proposition et cette hypothèse, puisqu'on a vu que Carmois était sur le chantier de Vincennes et qu'il a peint en particulier les voûtes de la chapelle. Il a souvent travaillé avec Balduin et Penny quand il était à Fontainebleau, et à la fin des années 1540, il était voisin de Luca Penny, rue de la Cerisay, à Paris. Donc, du fait de ce voisinage, on pourrait penser qu'il n'est intervenu à Vincennes que comme sous-traitant de Luca Penny, ce qui expliquerait que Philibien n'ait pas trouvé son nom parmi les cartonniers des vitraux. Donc on peut donc envisager la répartition suivante pour les vitraux de l'abside. Charles Carmois donc, aurait fait l'abbé représentant la vision des sauterelles. Luca Penny, l'abbé d'Axe, et celle qui est juste à côté, l'abbé 1, donc la mer changée en sang et l'obscurcissement des astres. Et les deux baies extérieures de l'abside seraient exécutées d'après des cartons de Claude Balduin. Restent les deux grandes verrières de la travée droite du chœur, qui ont été exécutées, on l'a vu, entre 1555 et 1563. Or, Luca Penny est mort, a fait son testament en septembre 1556 et est mort peu après. Carmois est cité pour la dernière fois dans le document de 1551, et Balduin, lui, est certainement mort avant 1554. Donc, aucun des trois ne peut avoir fait les cartons de ces fenêtres si ils étaient faits au fur et à mesure, ce qui est vraisemblable. Les modèles, en tout cas, sont toujours de Luca Penny. On reconnaît ses citations de Raphaël dans la remise des robes blanches, et ces figures féminines qui rappellent celles de ces femmes au bain gravées par Jean Louis. En revanche, si on regarde plus précisément les physionomies des trois anges qui sont les seules pièces anciennes conservées dans la verrière, on reconnaît plutôt la manière de Niccolò dell'Abate, donc qui était arrivé en France en 1553, et on peut comparer ces vitraux au modèle qui avait été donné par Niccolò pour le retable de Léonard Limousin pour la Sainte-Chapelle de Paris, et dont on a les modèles conservés à l'École des Beaux-Arts,
qui sont vraiment très proches des anges de la Sainte-Chapelle de Vincennes. Je vous remontre quelques exemples. Donc là, pour la B5 et pour la B6, on retrouve exactement le même style, avec, vous voyez, c'est le même graphisme aussi. On voit que le peintre verrier s'est adapté à ces modèles, à ces cartons. Et donc les deux fenêtres de la travée droite du chœur sont certainement exécutées d'après des cartons de Niccolò della Battè. Les armes de Montmorency du musée des Couans proviennent certainement de la même campagne, et là encore, on reconnaît la même graphie du carton, et on peut les comparer à ces anges portant les instruments de la Passion de l'école des Beaux-Arts de Niccolò della Battè, que vous voyez également ici. Donc, pour ces vitraux de Vincennes, vous voyez que la situation est assez complexe, puisqu'on a un peintre verrier, mais on a 4 cartonniers, dont l'un, Luca Penni, a certainement donné l'ensemble des modèles dans un premier temps, et puis 3 ont travaillé en même temps à la première campagne, donc des vitraux de l'abside, et un 4e est intervenu par la suite, Niccolò della Battè, pour les vitraux de la travée droite, et probablement pour les chevaliers, tous les chevaliers qui étaient représentés dans la nef. Et ce qu'on a vu, c'est que le style de ces peintres est facilement reconnaissable, parce que le peintre verrier a su rendre de façon très précise la graphie des cartons qui lui étaient fournis. Il en a d'autant plus de mérite qu'il n'a pas pu les calquer de façon mécanique, puisque les vitraux de Vincennes, on le voit sur cette photo, sont peints, les verres sont peints sur les deux faces. Vous avez donc ici la face externe et la face interne d'une même tête, ce qui suppose de la part de Nicolas Borin un travail très élaboré pour transposer le carton de façon exacte sur le verre. Alors, qui est l'auteur des vitraux de la Sainte-Chapelle de Vincennes? Eh bien, je crois que c'est comme le volume de Corpus, c'est un travail collectif, parce que même si on reconnaît très bien les 4 cartonniers différents, on reconnaît aussi dans toutes les baies la manière de Nicolas Borin. Vous voyez ici un visage donc, sur un carton de Luca Penni et sur un carton de Charles Carmois. La même façon d'utiliser des petites hachures pour les ailes du nez, cet émail orangé utilisé dans tous les cas, l'association de l'émail et du jaune d'argent. Et puis ces hachures parallèles que l'on retrouve très souvent dans les vitraux de Vincennes, et aussi sur des cartons d'origine différente. Vous voyez, ici c'est un carton de Niccolò della Battè pour les armes de Montmorency. La vision des sauterelles, c'est un carton de Charles Carmois, et vous avez cette même façon de peindre. Donc il y a quand même une part de l'invention qui revient au peintre verrier, et on a même, vous voyez, ici sur l'oreille de
de ce personnage de Luca Peni et sur l'oreille de ce personnage d'après Niccolò dell'Abate, la même façon d'appliquer la grisaille qui est celle de Nicolas Borin, qui donc a donné une certaine unité à l'ensemble de ces verrières. Et donc on peut conclure, je pense, que les verrières de Vincennes sont une œuvre collective, comme beaucoup d'œuvres de la Renaissance, qui reviennent à Nicolas Borin et à ses cartonniers. Je vous remercie.